Bonjour à tous, c'est Morgan ici. Je suis en compagnie de Alexandre. Alexandre que j'ai rencontré sur ma chaîne YouTube et sur Instagram où est-ce qu'il m'avait contacté par rapport à mes vidéos. Comment ça va Alexandre? Ouais, donc Alexandre ou 012 Workout, plus connu sous le nom de 012 Workout. Donc ça va super bien, une bonne journée. Donc ça fait quelques temps qu'on avait décidé de lancer ce podcast, enfin grâce à Morgan. Je suis tombé sur sa chaîne YouTube par hasard et j'ai trouvé qu'il faisait du contenu de super qualité. Puis avec deux trois appels Skype, ben, on a su tisser des liens, on va dire, et donc on aimerait bien partager un peu notre science de l'entraînement avec vous. Voilà, à savoir que on s'est rapidement pris d'affinité en fait parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux, enfin qu'on était tous les deux allés à un workshop, donc à un atelier pratique, un stage pratique de Daniel Vandal de la chaîne Fitness FAQ. Et ce qui est assez spécial par rapport à ça, c'est que en général dans la communauté de la calisthenie, enfin de l'entraînement poids de corps, c'est assez peu orienté vers le evidence-based, comme on dirait en anglais, c'est-à-dire dans l'entraînement basé sur les récentes études, sur les sciences, les recherches qu'on fait là-dedans. Et du coup, on a rapidement décidé de faire un projet ensemble, donc ce podcast, parce qu'on était sur la même longueur d'onde concernant notre philosophie d'entraînement et notre intérêt pour la science pour optimiser notre entraînement. La science, et je tiendrais à rajouter aussi la pratique personnelle, la pratique des autres qui aide à appuyer cette science aussi, je trouve. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de répliquer des résultats qu'on a obtenus dans des études, des recherches, mais bien de combiner ça avec notre expérience de terrain pour obtenir des méthodes qui fonctionnent réellement en application. Donc le but de ce podcast, ça va avant tout d'être une sorte de FAQ géante à chaque épisode. Ces épisodes dureront certainement dans les alentours de 45 minutes, donc principalement des FAQ, mais on a aussi un autre concept qui paraîtra dans des prochains épisodes, qui sera des critiques de routine. Donc vous pourrez nous envoyer vos routines d'entraînement et on les entre guillemets corrigera en quelque sorte On va parce les qu'il démonter. y a, bon, un moyen démonter parce qu'il y a tout à fait plusieurs façons de s'entraîner pour un même objectif, mais on pourra vous donner des recommandations générales pour vous aider à structurer vos entraînements, parce que c'est certainement ce qui vous intéresse le plus, d'avoir une application pratique, en plus de seulement connaître des choses à propos de l'entraînement. Ouais. Moi, je voulais rajouter aussi, bah, si vous ne connaissez pas, on a pas mal d'expérience dans le calisthenics et le street workout. Donc Morgan, bah, il est en STAPS, c'est les études françaises en éducation physique, et il avance bien, je pense. Donc plus il a aussi quelques clients de lui-même. Il pratique aussi personnellement depuis quelques temps, je pense 3 4 ans, hein, tu m'avais dit, Ouais, 2015, voilà, je commençais fin 2015. 2015. Par rapport à Alexandre, pour l'instant, je suis plus orienté vers le street lifting. Donc, les basiques se lester, c'est-à-dire dips, traction, pompe lestée. Et aussi beaucoup de head balancing, donc les handstands et les handstands avancés. Donc, les différentes shapes, les différentes formes que vous pouvez faire en position de handstand. Et par la suite, je vis sur le long terme le one arm handstand et toutes les variantes de cet élément qu'on a. Ouais, donc on touche tous les deux à peu près à tout. Donc même si pour l'instant je suis aussi plus sur le focus des skills, contrairement au street lifting. Donc les skills planche, front lever, traction une main et handstand push-ups. Donc on a une approche assez complète aussi pour être bien équilibré tout en ayant des bonnes bases et autres. Donc moi je pratique depuis 5-6 ans aussi. Je suis aussi en master en éducation physique mais en Belgique à l'UCL. Et donc voilà, ce qui fait qu'on a tous les deux un bon petit background de calisthenics. On n'est pas les dieux du savoir, mais voilà, on a une bonne C'est pour bientôt, expérience c'est pour bientôt. et c'est qu'une question de temps. Et donc voilà, on partage avec vous ce qu'on sait. Ok, on va commencer directement la FAQ du coup. Yes. La façon dont ça va fonctionner, c'est que je vais présenter la question. Un de nous deux va d'abord présenter notre réponse, puis ensuite l'autre intervenant va compléter s'il y a des choses à rajouter, s'il y a un débat sur la réponse qui a été donnée par le premier intervenant, etc. On va du coup commencer par une question de Ronan qui nous demande quel est le meilleur moyen de progresser aux tractions quand on est débutant. Et je vais laisser Alexandre répondre à cette question pour l'instant. Quel Ok, est le donc meilleur moyen pour progresser aux tractions quand on est débutant? faut d'abord voir un petit peu le niveau de la personne, donc voir un peu sa base, donc si elle est déjà un peu trop lourde ou quoi, ou si elle est un peu, si elle a un débutant lambda qui est un peu plus léger.
Donc, on va aussi distinguer les méthodes optimales et les méthodes non optimales qu'on peut adapter. Donc, si elle est vraiment lourde et autres, je conseillerais d'abord de faire de la musculation de base, peut-être avec machine et autres, histoire de perdre un peu de poids, même trouver des variantes plus faciles, privilégier du tirage horizontal. Puis même si on a accès aux machines, directement implémenter du vertical. Si c'est pas une personne lourde, ça va être dur de répondre à cette question parce que c'est assez complet. Si c'est une personne plus légère, moi je commencerais directement au niveau optimal, ce que j'ai vu, ce qui a marché sur beaucoup de clients, même des gens qui n'avaient plus trop fait de sport depuis quelques temps. Je les ai coachés et j'ai vu que beaucoup d'autres ont fait ça aussi. C'est tu fais de l'excentrique. Donc, pour faire de l'excentrique, donc c'est-à-dire tu pars menton au-dessus de la barre, hop, et là on descend en. Moi j'aime bien de travailler dans des fourchettes de 5 à 10 secondes avec 3 séries. Donc, après je donnerai un exemple de séance type pour quelqu'un de lambda. Donc, allez, j'allais dire quoi? C'est un peu dur d'enchaîner tout ça pour une première fois. Ensuite, complémenter ça ou mettre ça de côté et d'abord attaquer peut-être du tirage horizontal, donc des rowing au poids du corps. Donc, on est par exemple les pieds au sol avec des anneaux à une distance de peut-être une hauteur de peut-être 1 mètre du sol et venir faire une traction horizontale. Ça va travailler une partie plus basse des dorsaux, ça va solliciter un peu moins le pectoral contrairement aux tractions, mais ça va être plus facile car on pourra faire plus de répétitions. Donc on aura une marge de progression plus facile de séance en séance, contrairement à l'excentrique qui pourrait être trop intense, donc parfois mal exécuté par des personnes peut-être trop lourdes. Et donc le tirage horizontal sera parfois plus adapté à faire. On peut parfois éventuellement faire des tractions élastiques avec l'excentrique, même si je suis pas du tout fan de ça. J'ai vu beaucoup de gens essayer d'en faire en salle et je voyais rarement des résultats. Tandis que l'excentrique, j'ai vu des résultats hyper rapides en fait. En même pas un mois, le gars passait de 0 traction à 5 tractions propres, alors qu'il faisait juste ses séances excentriques et d'un coup je lui demandais vas-y essaye et il les faisait. Donc vraiment par la pratique, j'ai pu voir que l'excentrique c'est la vie en fait. Donc sur les tractions quand on est débutant. Donc, par exemple, une séance type, je vais prendre l'exemple du gars qui a quand même une petite base. On va dire qu'il sait peut-être en faire une ou deux directement, mais un peu dégueulasse. Moi, là, tu peux directement le mettre sur excentrique. Tu commences ton cycle avec 3 séries de 3 descentes de traction excentrique de 5 à 10 secondes et tu prends peut-être 30 secondes entre chaque descente. Et petit à petit, tu lui demandes de pas forcément augmenter le temps de descente, mais de diminuer ce temps-là de 30 secondes. Il va réussir à faire les 3 d'affilée. Et après, tu essaies d'augmenter soit de l'excentrique, soit tu lui dis remonte carrément en traction et peut-être qu'il aura déjà la force pour le faire. Ensuite, tu complémentes avec peut-être 3 à 5 séries de 8 à 15 répétitions de tirage horizontal. Et t'es pas mal. Et après, pourquoi pas faire un peu d'assistance avec des biceps curls et autres, plus de l'arrière d'épaule pour éviter les blessures. Donc voilà, j'ai été assez complet, je pense. Ok, ouais. J'aurais quelques petites choses à ajouter. Déjà, j'aime bien la façon dont tu as bien séparé le côté optimal du côté fun. Je pense que tu associes ça au fait que les excentriques soient certainement plus intéressants que les tractions à bord élastique, mais fonctionnent mieux, alors que les tractions à bord élastique, c'est peut-être moins optimal dans un sens, mais c'est plus facile d'y adhérer. C'est plus facile pour un débutant d'aller faire des tractions à l'élastique. Mentalement, c'est plus facile. Il a l'impression de progresser plus vite. Et puis, il a plus l'impression de faire des réelles tractions, parce qu'il fait à la fois la phase de montée, donc la phase concentrique, et la phase de descente, la phase excentrique. Donc, comme tu as dit, le plus possible, il faudrait chercher à faire des excentriques et non des tractions à bande élastique. On peut cependant inclure les deux pour travailler du coup les différents régimes de contraction musculaire. Mais les bandes élastiques seraient par exemple plus adaptées à des dips qu'à des tractions, parce que sur les tractions, ça nous aide beaucoup la bande élastique en bas du mouvement, qui est généralement la partie qui est la plus facile. Souvent, dans la majorité des cas, on a plus du mal à passer le menton au-dessus de la barre, donc c'est sur la seconde moitié de l'amplitude qu'on a le plus de mal. Donc en fait, la bande élastique nous aide là où on a le moins besoin d'aide. Et du coup, pour quand même que la bande élastique nous aide, on a tendance à utiliser beaucoup le rebond de la bande élastique. Donc à ne pas faire de pause en pas de mouvement et à chercher à utiliser au maximum l'élasticité et l'effet ressort de cette bande. Donc pour un moindre travail musculaire. C'est pour ça que les excentriques ont tendance à être plus intéressants. En fait, vous ne pouvez pas
il n'y a aucun moyen de il y a aucun moyen de contourner les besoins de force pour faire des excentriques. Alors que vous trouverez toujours le moyen de faire une répétition supplémentaire si vous travaillez à la bande élastique. Il y aura toujours moyen de plus tricher que ce que vous avez fait à la répétition précédente, dans un sens. Un truc aussi excellent avec les excentriques, c'est que vous travaillez exactement le mouvement auquel vous cherchez à devenir meilleur, et non pas une variante qui aurait une courbe de résistance et du coup de difficultés différentes, comme ce serait le cas avec des tractions en bande élastique. Je vous ai dit que ça fonctionnerait certainement mieux de faire des dips à la bande élastique, parce que vu que c'est un exercice de poussée qui, lui, est plus difficile en bas du mouvement, et que la bande élastique nous aide davantage en bas du mouvement, ce serait plus pertinent, parce que ça nous permet d'uniformiser la difficulté du mouvement que sur les dips par rapport à des tractions. Donc sur les tractions, plutôt rester sur des excentriques. Après, comme tu as dit, si vraiment le client est en surpoids, ça peut être intéressant de le faire travailler sur du tirage poitrine dans un premier temps, parce que les excentriques peuvent être assez traumatisants articulairement. Musculairement aussi, ça cause beaucoup de dommages musculaires, les contractions excentriques. Et tout simplement pas y arriver aussi, parce que parfois la personne sera là au-dessus et elle sera même pas mettre le menton dessus, elle va être là et hop, elle va tomber. Enfin, elle va peut-être contrôler la fin, mais si elle sait pas, Voilà. ne fût-ce que rester une seconde au-dessus avec le menton au-dessus de la barre, les mettez pas en excentrique parce que ça va déjà être trop intense. Faire des tirages en fait, verticaux, donc c'est un mouvement qui est relativement similaire à la traction. Ça va vous permettre de développer les mêmes groupes musculaires, la même force dans le même angle articulaire. C'est assez spécifique aux tractions, le tirage poitrine à la poulie. Et en plus, comme ça, le client voit sa progression via l'augmentation de la charge de travail, ce qui peut parfois être frustrant aux tractions excentriques. C'est que vous progressez lentement, peut-être sur uniquement une répétition par semaine, en passant peut-être 3 à 4 répétitions, il faut rajouter peut-être une seconde. Donc c'est bien moins motivant, disons, que travailler sur un tirage poitrine, parce que là, on voit réellement de progrès en intensité, c'est-à-dire en charge de travail. Quelque chose sur quoi je ne suis pas d'accord avec toi, cependant, c'est sur le mode de progression. Tu dis que tu progresses avec tes clients via une réduction du temps de repos entre les séries. Je pense pas que ce soit intéressant, parce Pas qu'on entre sait les que... séries, plutôt entre les répétitions d'excentrique, Ah, tu vois. d'accord. Tu vois ce Ok. que je veux dire? Donc en fait, Une réduction du cluster, on va dire, tu vois. ok, voilà. Moi, j'aime bien Très bien. travailler en cluster. Donc, le cluster, c'est réaliser une répétition, hop, faire une pause, on va dire. Donc là, ça serait par exemple, on commencerait par 30 secondes. Et ensuite, je réduis cette pause petit à petit pour pouvoir enchaîner les 3 excentriques sans temps de repos. D'accord, ok, Ouais. d'accord. Donc en fait, progressivement, tu passes du cluster, qui a en fait plein de mini-séries, à plusieurs séries. Donc disons que sur une période de 1 mois ou 1 mois et demi, tu vas passer de 9 excentriques qui sont en cluster, donc une répétition, 30 secondes de repos, une répétition, 30 secondes de repos, une répétition, 30 secondes de repos, à peut-être un 3x3, 3 séries de 3 répétitions. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ok, ouais, donc dans ce cas-là, ça peut être un peu plus intéressant que que ce que j'avais compris, Ouais, parce parce que si qu'on tu sait que 30 réduis le secondes, temps, c'est je le clairement ferai pas pas. suffisant pour récupérer correctement Non, d'une je ne le série ferai pas non excentrique. plus. Ok, Clairement, 30 secondes, c'est c'est court pour l'excentrique, qui on sait que c'est beaucoup plus fatigant que du concentrique. Donc, il faudrait au moins 3 minutes de repos entre chaque série, voire plus, vu que c'est de l'excentrique. Et que même pour du concentrique, 3 minutes, c'est déjà pas mal. Tu en parlais voilà. dans ta précédente FAQ, si je ne m'abuse. Ouais, c'est Donc, ça. ouais. La, Euh, la ouais, majorité du temps, les gens ont tendance à prendre trop peu de repos parce que s'ils prennent beaucoup de repos, ils n'ont pas l'impression de s'entraîner dur. surtout quand ils sont débutants. Surtout quand ils sont débutants, mais même à des niveaux plus avancés. Ça m'arrive souvent lorsque je m'entraîne avec des amis. Ils ont l'impression que je m'entraîne pas dur parce que je prends parfois 4, 5 minutes de repos entre mes séries de traction, de dips et qu'on s'est vu très lourd. Ils ont l'impression que je m'entraîne pas intensément, mais ils connaissent pas l'intensité de chaque série en fait. C'est ça, ouais. Je voudrais rebondir aussi sur l'aspect fun. Et donc, après les élastiques, et là on a parlé vraiment de débutants aux tractions, mais en fait on peut très bien avoir des débutants qui savent déjà enchaîner 5 à 10 tractions. Et donc eux, ben, ils auront souvent tendance à pas aimer une approche conventionnelle de 3 séries de 5 à 8 tractions par exemple dans leur séance, ce qui est optimal. Mais s'ils veulent un autre type d'approche, tu peux te fixer une fourchette de 50 tractions sur ta séance et essayer d'augmenter ça avec du volume par exemple. Tu fais 50 tractions la première semaine, la première séance, et puis 60, et puis 70, et tu répartis ces tractions avec, en faisant des petits jeux de pyramide, des petits trucs comme ça. Là, c'est une approche plus fun, et ça peut être très bien pour le début, pour adhérer à son programme, et par la suite faire un truc optimal et travailler dans des ranges corrects
de force et d'hypertrophie, mais on va peut-être pas s'attarder là-dessus, sinon on va durer très 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 longtemps. Le podcast va absolument durer 3 heures, mais oui, c'est intéressant, surtout pour les débutants, de leur fournir un programme qui est fun, Ouais, qui vont suivre sur la durée. Et ouais, se donner, comme a dit Alex, un certain nombre de répétitions comme objectif sur la séance. Ça peut être sympa, d'autant plus qu'on sait que le volume est très important pour l'hypertrophie et que se donner un nombre minimum de répétitions par séance, c'est s'assurer un certain volume dans tous les cas en fait. c'est ça. Ouais. Donc vraiment travailler sur l'adhérence aussi, important. On va passer à la deuxième question. Je pense qu'on a bien fait le tour de la première. Ouais. Donc pour une première, on a bien fait ça. Ok, donc je vais te poser la deuxième question qui est vachement intéressante. C'est du même gars, aussi de Ronan. Donc, hop. Donc c'est comment gérer les séances de hand balancing souplesse et les séances de type force hypertrophie. C'est à peu près ce qu'on fait tous les deux. Et c'est un gros challenge de faire ça. Ouais. Voilà, ce qui est marrant avec cette question, c'est que justement, Alexandre et moi, on a commencé à faire des entraînements dans le but de poursuivre des objectifs à la fois en mobilité, en handstand et aussi en force en hypertrophie. Donc on a commencé à structurer nos séances en 2 fois par jour depuis cet été. On avait beaucoup discuté d'ailleurs. J'ai Et déjà fait avant parfois, mais cet été, vraiment, on a bien fait ça. c'était d'une Avant ça. façon un peu plus structurée, un peu plus méthodique. Ouais, c'est ça. Donc ça va être une grande partie de ma réponse. Donc en fait, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez maximiser des adaptations d'un type, vous allez devoir vous spécialiser. D'autant plus si vous êtes très avancé. Si vous voulez maximiser votre hypertrophie, vous n'allez pas pouvoir le faire en même temps que vous maximisez votre force. Simplement parce que les modalités d'entraînement ne vont pas être les mêmes. Elles peuvent être proches, mais ne vont pas être exactement les mêmes. Pareil, vous ne pouvez pas avoir un volume infini sur votre mobilité et sur vos handstands parce que ça va empiéter sur vos capacités de récupération sur le reste. Donc, pour mettre un peu dans le contexte, il faut savoir, lorsqu'on cherche à obtenir différentes qualités à la fois, à développer différents skills à la fois, que vous ne pouvez pas tout avoir le plus vite possible à la fois. Ça peut être cependant intéressant pour le point de vue motivation, appréciation de votre programme d'entraînement, de poursuivre plusieurs objectifs à la fois. Et c'est totalement faisable de progresser à la fois en mobilité, en balancing et en force hypertrophie qui vont un petit peu ensemble. Alors, un bon moyen de structurer vos séances pour pouvoir atteindre toutes ces adaptations-là à la fois, ce serait, comme je l'ai dit précédemment, de structurer votre entraînement, si vous le pouvez, en vous entraînant 2 fois par jour. Donc, de préférence, en mettant les handstands et votre mobilité ensemble, simplement parce qu'il va y avoir des transferts dans un sens de l'un à l'autre, parce que vous avez besoin d'une certaine mobilité pour vos handstands en termes de flexion d'épaule, aussi en termes de flexion des hanches, qui est en fait votre compression, donc votre capacité à plier votre corps en deux, donc particulièrement sur des press to handstand ou montée en force à ATR, on dirait en français. Donc je vous recommande de mettre votre mobilité en même temps que vos handstands sur une première séance. Il y a une autre raison pour laquelle on cherche plutôt à mettre votre mobilité avec les handstands, c'est que si vous les mettez avec votre séance de force hypertrophie, ça peut réduire vos performances et du coup vos adaptations d'hypertrophie et de force. Parce que surtout si vous pratiquez des étirements passifs, statiques d'une durée de plus de 60 secondes, ce que ça va faire, c'est que ça va activer votre système nerveux parasympathique, qui est en fait le système nerveux autonome végétatif, donc qui fonctionne seul, qui va vous mettre dans un état de relaxation. C'est le système nerveux qui est très activé lorsque vous dormez, lorsque vous digérez, ce genre de choses. Et le fait d'être dans un état parasympathique du système nerveux autonome, ça va réduire votre potentiel de production de force. On a une étude qui a été faite sur ça, donc sur des étirements pré-entraînement, qui nous a montré qu'on pouvait avoir une perte de force allant jusqu'à 13%, ce qui est quand même notable, ce qui est vraiment conséquent, et ce qui peut vraiment vous faire régresser même comparé à votre séance précédente. Donc c'est une première raison pour laquelle vous ne voulez pas mettre votre mobilité avant votre séance d'entraînement. Vous pouvez la faire après votre séance de force hypertrophie, mais de préférence évitez de la faire avant. Ou si vous devez absolument la faire avant, restez sur des étirements statiques plutôt courts, donc d'une durée de 30 secondes environ, pas plus, et aussi sur plutôt des renforcements de fin d'amplitude plutôt que sur vraiment des étirements. Ce qu'on entend par renforcement de fin d'amplitude, ce serait par exemple de faire du Y sur le ventre. Donc, vous mettez à plat ventre et avec vos bras tendus, pouce vers le haut, vous restez dans cette position de Y, donc avec les deux bras au-dessus de la tête, qui est un mouvement, une position qui va améliorer votre flexion d'épaule en renforçant vos groupes musculaires qui vous permettent d'arriver dans cette position au-dessus de la tête.
en fin d'amplitude, donc ce qui causerait clairement des crampes. Donc ce type de renforcement va améliorer votre mobilité en renforçant votre capacité à contrôler cette amplitude. Donc ça va améliorer votre mobilité et non pas tout à fait votre souplesse, mais ça ira de pair. Donc si vous devez faire votre mobilité avant votre séance, mais plutôt des renforcements actifs de fin d'amplitude, et pour le coup, vous pouvez faire votre souplesse passive, vos étirements passifs statiques, en fin de séance. Donc voici des raisons pour lesquelles on cherche plutôt à associer la mobilité et l'unbalancing, simplement parce que faire votre mobilité souplesse avant l'unbalancing va vous permettre d'atteindre certaines positions de handstand qui ne seraient pas possibles outre mesure, et également parce que faire votre mobilité souplesse avant votre séance de force hypertrophie pourrait empiéter sur la performance. On cherche aussi à espacer ces deux séances simplement parce que sinon on aurait une séance extrêmement longue, parce que vous aurez des pertes de performance simplement parce que vous manqueriez de réserve à la fois mentale, donc de motivation, et énergétique due à la longue durée de la séance. Si vous devez faire vos handstands, votre mobilité, en même temps que vous faites votre séance de force hypertrophie, je vous recommande d'avoir une boisson d'entraînement, intra-entraînement, glucidique, donc contenant entre 20 et 40 grammes de glucides. Donc pour le reste, donc là j'ai traité plutôt de la partie mobilité, handstand. Pour gagner simultanément en force et en hypertrophie, ce qu'il faut voir, c'est que si vous êtes débutant ou intermédiaire, c'est vraiment faisable. Et c'est d'ailleurs très fréquent que ça arrive en même temps. Simplement parce que certaines modalités d'entraînement, certains principes sont à respecter dans les deux cas, c'est-à-dire la surcharge progressive, donc, qui est le fait de progresser à l'entraînement sur différents facteurs, que ce soit le volume, donc la quantité d'entraînement, plutôt le nombre de séries, le nombre de répétitions, l'intensité, particulièrement sur les gains de force. Donc ça, c'est quelque chose qu'on applique que l'on s'entraîne en force ou en hypertrophie, on applique une surcharge progressive. Cependant, on a tendance à utiliser des plus hautes intensités pour la force que pour l'hypertrophie, parce que c'est vraiment nécessaire au développement des compétences de force. Et on a tendance à utiliser plutôt des fourchettes de répétition un peu plus hautes pour l'hypertrophie, non pas parce que c'est supérieur, mais plutôt parce que c'est une capacité plus simple d'accumuler suffisamment de volume. À savoir qu'on obtient une hypertrophie similaire si on pousse des séries relativement proches de l'échec, allant de 5 à 30 répétitions. Donc on peut gagner en muscle avec des intensités assez hautes, qui sont aussi des intensités qui nous permettent de gagner en force. Un bon exemple d'une programmation, d'un format qui nous permettrait de faire des bons gains en force et en hypertrophie à la fois, ce sera par exemple un 5x5 en traction restée. C'est une intensité qui est suffisante pour faire des gains de force, qui serait certainement à 80% de votre ARM, de votre répétition max. Ça se calcule un petit peu différemment pour le street lifting, mais c'est une autre question, bref. Et ça vous donne aussi un volume suffisant, parce que vous avez 5 répétitions par série, 5 séries, ce qui fait un gros nombre de répétitions au total sur votre séance, à une intensité assez élevée, donc qui serait une bonne stimulation pour l'hypertrophie, c'est-à-dire la prise de muscle. Et il y a aussi un autre aspect à ça, c'est que sur le long terme, les progrès en force sont nourris par les progrès en hypertrophie. À savoir que votre force, c'est le quotient, c'est-à-dire la multiplication entre votre masse musculaire et vos adaptations neuromusculaires. Donc, on inclut dans ça la coordination intramusculaire, intermusculaire, ce qu'on appelle en anglais le firing rate, qui est la capacité d'activer toutes les unités motrices à la fois. À savoir qu'une unité motrice, c'est un motoneurone plus une fibre musculaire. Donc un motoneurone, c'est un neurone qui active une ou plusieurs fibres musculaires. Donc avoir un bon firing rate, ça vous permet en fait, dans un sens, d'utiliser toutes vos fibres musculaires à la fois pour exercer un maximum de force. En bref, gagner en masse musculaire sur le long terme, ça améliore votre force, même si vous n'avez pas spécialement progressé sur vos facteurs d'efficience neuronale. Donc faire l'entraînement d'hypertrophie, ça va sur le long terme nourrir vos adaptations de force. Donc dans un sens, même si votre programme n'est pas 100% orienté vers la force, donc que vous n'allez pas chercher des très hautes intensités, disons que vos plus hautes intensités sont des séries de 5 répétitions, vous allez quand même sur le long terme faire des progrès en force parce que vous aurez une masse musculaire plus conséquente pour construire votre force plus spécifiquement par la suite. C'est aussi pour ça que cette année, j'ai fait beaucoup de street lifting, donc beaucoup de basics, simplement pour construire ma masse musculaire, ma force générale, afin que ça ait par la suite un bon transfert vers ma figure. Donc pour construire un bon programme en force hypertrophie, appliquer une surcharge progressive, c'est-à-dire progresser d'entraînement en entraînement sur différents facteurs, donc répétition, série, intensité, utiliser suffisamment de volume, mais également suffisamment d'intensité, qui est un vrai challenge parce que les séries à haute intensité sont extrêmement fatigantes. Un bon compromis pour ça, ce serait de travailler sur, comme je l'ai dit, un 5x5,
pour vos mouvements principaux. Donc, disons, dips, traction, handstand push-up, ou en tout cas variante de développé vertical. Rowing, donc c'est-à-dire les tirages horizontaux, qu'on appelle aussi Australian pull-up. Pour le bas du corps, ce serait un mouvement de type squat, un mouvement de type hip hinge, c'est-à-dire donc littéralement charnière de hanche. Donc c'est un mouvement type soulevé de terre roumain, soulevé de terre, good morning, bref, un mouvement chargeant la hanche. Donc sur tous ces types de mouvements, restez sur des assez hautes intensités, donc disons entre du 3 et 8 répétitions maximum, mais restez plutôt aux alentours des 5, ce qui vous donnera un petit peu le meilleur des deux mondes. Et sur vos exercices accessoires, allez plutôt vers les fourchettes de répétition un peu plus hautes pour la sécurité et pour avoir des facilités à accumuler suffisamment de volume pour votre travail d'hypertrophie. Ça fait déjà beaucoup de choses, mais je pense que j'ai fourni une réponse assez complète. T'en penses quoi, Alexandre? Ouais, je pense que niveau aspect de la souplesse et d'handstand et force hypertrophie, tu as été hyper complet. Donc, moi, je voulais rajouter. Je pense que la question, c'est comment coupler les deux. Donc, on parlait de faire 2 fois par jour. Puis, tu parlais de, évidemment, les faire pendant la séance. Du coup, ouais, ça risque d'être des séances hyper longues. Moi, je pense que tu peux faire un petit chrono de 10 minutes de hand balancing au début, même si tu n'iras pas très loin, histoire de maintenir un peu tes gains. Si tu es limité dans le temps, faire ta séance force hypertrophie et ensuite la souplesse. Donc ça, c'est une manière de faire. Après, tu peux faire, en fonction du split, par exemple, tu fais un push-pull legs, tu peux rajouter ta souplesse. Peut-être, tu pourrais splitter un peu. Tu fais dans le push, tu gardes tout ce qui est hand balancing, plus force. Dans le pull, tu gardes normal, et puis tu peux faire un peu de souplesse à la limite. Et dans le type souplesse, tu peux rajouter aussi. Il y en a qui, on dit souvent éviter de faire de la souplesse après une séance, mais on peut très bien faire du grand écart après une séance jambes. Donc c'est un peu le mythe des micro-déchirures et autres, mais personnellement, et après avoir beaucoup de vues de personnes qui le faisaient, ben, on peut très bien s'étirer en grand écart et éviter de et pas faire ces micro-déchirures entre guillemets après une séance. Donc c'est la science parfois dit ça, mais voilà, il faut faire la pratique nous montre qu'on peut le faire. Euh, et ensuite, ben voilà, il y a moyen de faire aussi ça le jour de repos. Et le fait de coupler hand balancing et souplesse, c'est vraiment, ben, en fait, si on fait soit la souplesse avant, ben, on sent que ça nous aide à fond pour nos hand balancing, et on peut la faire aussi en combiné, quoi. Donc si quand on fait un handstand, ben, hop, on fait un exercice de shoulder flexion, un exercice de flexion d'épaule, et ça nous permet d'optimiser la récup. Comme ça, la séance dure pas trop longtemps et on s'assouplit en même temps, et donc on met directement en pratique la souplesse qu'on crée, et c'est ça qui est vraiment génial en calisthenics. Et puis, bah, l'end balancing vont nous rendre aussi plus forts un peu si on bosse un peu la pike, la presse plutôt. Bah, ça nous aide un peu pour les planches, donc ça nous aide un peu indirectement pour la force. Si on a un bon handstand, bah, ça va nous aider pour les handstand push-ups, donc ça va nous faire des gains en force aussi là-dessus. Et donc, bah, voilà, je pense que la question était déjà vachement bien répondue par toi. Et donc, Ça m'a évoqué d'autres choses. ouais. Oui, j'ai traité la question dans le sens, euh, Plutôt les aspects. disons, Ouais. sous le prisme où est-ce que tu aurais déjà une haute fréquence d'entraînement, et dans ce cas-là, tu ne pourrais pas mettre ta séance de handstand and balancing sur tes jours de repos, ce qui est en fait totalement possible. Mais j'ai traité ça dans le sens où tu t'entraînerais déjà 5 jours, peut-être 6 jours par semaine dans ce Ouais, cas-là. ouais. Disons que si tu fais un push-pull leg. Mais si tu fais un upper-lower, donc un jour haut du corps, un jour bas du corps, ça peut être totalement faisable de faire sur tes jours de repos tes handstand ou, comme l'a dit Alexandre, ta mobilité bas du corps à la fin d'une séance jambes. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, moi, la mobilité bas du corps après une séance jambes. Alors, en effet, au début, ça peut vous causer un peu de courbature parce que les exercices en fin d'amplitude, dans le sens en amplitude d'étirement, causent pas mal de dégâts musculaires, mais c'est des positions statiques. Donc vous allez rapidement vous y habituer, vous allez rapidement améliorer votre capacité de récupération par Ouais. rapport à ça. Ça ne va Au pas vous début, causer des courbatures pendant très longtemps. au début, on marche comme un canard après la séance, mais vraiment. C'est vous habituer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Et il y a un truc intéressant à faire votre mobilité bas du corps à la fin de votre séance. C'est que si vous la faites le lendemain, ça risque d'empirer les courbatures que vous avez déjà. Alors que la faire tant que vous êtes encore chaud, déjà, ça vous fait économiser du temps d'échauffement pour votre séance de mobilité, puisque oui, Et, vous devez ouais. vous échauffer Et puis avant de vous faire allez votre descendre séance de super bas, ouais. souplesse du corps. Donc vous êtes déjà, dans un sens, déjà prêt pour effectuer une séance de mobilité de qualité.
donc vous êtes déjà échauffé. Il y a aussi dans un sens une fatigue du système nerveux central qui vous permettre de vous relaxer plus facilement, parce que vous êtes déjà fatigué. C'est quelque chose dont parle Stephen Lowe dans Overcoming Gravity. Et si vous faites votre mobilité le lendemain d'une séance en jambes, ça risque d'empirer vos courbatures. Si vous faites une séance de mobilité la veille d'une séance en jambes, ça risque de vous créer des légères courbatures, surtout si vous faites des étirements lestés, type par exemple du pancake stretch, où est-ce que vous auriez un kettlebell sur le haut du dos. Donc le pancake stretch, c'est cette position où est-ce que vous êtes assis, jambes tendues et jambes écartées devant vous, et que vous vous inclinez vers l'avant. Donc c'est un mouvement qui travaille votre flexion des hanches, donc votre compression, et en même temps votre abduction des jambes, c'est-à-dire votre écartement des jambes, type grand écart. Donc c'est un mouvement assez complet, mais qui peut causer beaucoup de courbatures, surtout si vous le faites lesté ou avec des étirements balistiques. Donc c'est des étirements par à coup. C'est vrai. La veille d'une séance jambes, c'est pas optimal. Voilà, donc ça peut être intéressant de faire la mobilité à la fin d'une séance. Je trouve ça particulièrement intéressant du côté fin de séance jambes, un peu moins du côté fin de séance haut du corps, mais ça c'est simplement par expérience, c'est simplement un aspect empirique. Je préfère faire ma mobilité haut du corps, enfin ma mobilité, donc des exercices actifs avant ma séance haut du corps et des exercices de mobilité en général du bas du corps à la fin d'une séance bas du corps. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on a été pas mal sur la question là. Voilà, Ronan, si tu as encore des questions, tu peux le dire en commentaire, mais je pense que ça a été clair. Ok, la prochaine question. La prochaine question vient de Paléo Powerlift. Attends, peut-être. ouais. Ok, tu prends celle-là. Ok, nickel, ouais, on va faire celle-là. Ouais, on refera les cas de toute façon. La troisième question nous vient de Paléo Powerlift qui nous demande est-ce que le poids des jambes empêche ou limite la pratique de la calisthénie? Donc je vais laisser Alexandre commencer à répondre à cette question. C'est ça, j'avais fait un moment un vlog là-dessus et j'ai vite fait dit ce que j'en pensais. Voilà, c'est clair que si on a des jambes énormes, ça va d'office être un facteur limitant pour nos skills. Après, ce n'est pas du tout une excuse pour ne pas s'entraîner au niveau des jambes. Donc, il y a moyen de limiter aussi la masse que nos jambes vont prendre, donc le poids qu'elles vont faire en limitant peut-être la fréquence d'entraînement, en typant un entraînement plus hypertrophie, si on a déjà des jambes élevées, lourdes, on va dire. Ensuite, avoir des jambes plus lourdes, ça va nous permettre d'avoir un haut du corps plus musclé. Donc, on aura plus de masse à soulever sur des exercices de, de calisthénie. Donc, on aura un bras de levier plus important. Et donc, on va devoir on va travailler avec des intensités plus élevées, mais ce qui nous seront peut-être plus propices pour l'hypertrophie, même avec des progressions basiques. Donc, admettons qu'on a des jambes super lourdes, mais et qu'on arrive à faire un tuck front lever, notre dos va travailler beaucoup plus. Et donc, même avec du tuck, on arriverait à prendre autant de dos qu'avec un mec qui a des jambes plus légères et qui fait du full. Donc, tout simplement, la progression sera plus lente. Il faut être plus patient, mais on sait très bien les travailler en faisant du workout. Après, c'est vrai que si, par exemple, toi, je sais bien que tu as un squat à 200 kg, tu vas avoir plus de mal à, à te lancer dedans, et pour maintenir ton squat, tu risques aussi de voir, tu as besoin de beaucoup de fréquences, plus d'intensité, et donc si tu pratiques du calisthenics, tu vas fatiguer tes muscles du dos, tu vas te fatiguer nerveusement, musculairement, donc tu pourras pas générer un entraînement aussi intense que si tu faisais que du power. Et donc, c'est un peu compliqué d'avoir des performances hyper énormes au niveau des jambes. Donc, c'est pour ça qu'on voit pas beaucoup de mecs qui font du calice qui squattent plus que 200, tout simplement, déjà. Et ouais, voilà. Donc, il faut gérer un peu le volume et l'intensité pour pratiquer ça. Mais c'est pas du tout une excuse pour ne pas les faire. Donc, ouais, je pense que j'ai déjà fait un peu le tour. Je sais pas si tu as des trucs à rajouter. Alors déjà, je suis pas d'accord avec toi sur le fait que avoir des jambes plus lourdes va te permettre de gagner plus de muscles pour le haut du corps. Parce que tu donnes l'exemple du tuck front lever, mais je pense que tu aurais pu donner l'exemple de un parquet Ouais, exercice tuck front de base lever. au pas de corps. Je pense que tu aurais pu dire, ça aurait été un argument que tu aurais pu donner, de dire ah, mais un certain nombre de tractions, si vous êtes plus lourd, ça vous fait travailler davantage. Mais au contraire, si vous êtes léger, vous pouvez En faire utiliser une plus. variante plus avancée, ou alors vous pouvez même vous lester. Donc,
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas comme si ne pas faire les jambes rendait tout plus facile, même du côté intensité relative. Dans le sens où vous ne pourriez pas travailler dur si vous avez des jambes légères. Parce que vous pouvez simplement compenser le fait d'avoir moins de jambes qu'une autre personne en vous laissant aux tractions, aux dips, en faisant des handstand push-up et non des pec push-up. Donc l'intensité relative et l'intensité absolue, donc, par rapport à votre poids de corps, vous l'aurez de toute façon. Mais je te rejoins par contre sur le fait que c'est pas une excuse pour ne pas travailler le bas du corps. Et j'ajouterais que je trouve ça très respectable les personnes qui ont des skills, même s'ils n'ont pas la version finale du skill, par exemple s'ils ont une straddle planche et non une full planche, mais qu'ils sont lourds, qu'ils entraînent leurs jambes, parce que ça montre que vous êtes un athlète complet et que vous ne faisiez pas uniquement un ou deux objectifs du haut du corps, que vous cherchez à être plus fort généralement sur une grande variété de mouvements. C'est pour ça que j'ai parlé lors de ma réponse sur l'hypertrophie, non pas uniquement des 4 exercices, des 4 mouvements de pattern, donc des catégories d'exercices de mouvements pour le haut du corps, mais aussi pour le bas du corps. Donc les 6 catégories de mouvements principaux pour le corps entier, c'est la poussée horizontale, le tirage horizontal, la poussée verticale, le tirage vertical, et ensuite pour le bas du corps, vous avez les mouvements de type squat et les mouvements de type hip hinge, donc plutôt centrés sur la hanche. Donc je pense que chaîne antérieure, chaîne postérieure. Ouais. Grosso modo, c'est ça. Ouais. Donc, le squat plutôt sur la chaîne antérieure que quadriceps. Et le hip hinge plutôt sur les fessiers, les adducteurs du rachis et les ischio-jambiers. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ça apporte de la valeur d'avoir un certain élément et d'avoir des jambes en plus. Donc je trouve ça tout à fait respectable. Et puis les gens qui n'entraînent pas leurs jambes, je pense, pourraient avoir du plaisir à entraîner leurs jambes parce que ça leur apporterait comment dire, ça leur ferait découvrir des entraînements, des séances dont ils n'ont pas l'habitude. Et s'ils aiment l'entraînement en force pour le haut du corps, ou l'entraînement en hypertrophie pour le haut du corps, ils prendront forcément du plaisir à réaliser le même type de séance, mais pour leur membre inférieur. Clairement, clairement. Ouais, donc, en calisthenics, il y en a beaucoup qui pratiquent les jambes en faisant beaucoup de répétitions. Ils font des petits circuits avec des tonnes de pistol squat, puis des fentes avec pas beaucoup de récup et autres. Mais c'est pas un entraînement typé force hypertrophie. Et personnellement, pour avoir fait un entraînement de ce type-là pendant des années, ça me faisait chier de faire les jambes, donc je les skippais pendant quelques temps. Et une fois qu'on a goûté au vrai entraînement de force pour les jambes, comme le haut du corps, c'est tout aussi plaisant et progresser sur son 5x5 en squat, par exemple, dans l'exemple qu'on a cité, c'est extrêmement jouissif. Et il y a moyen, même en conservant des bons progrès au niveau du haut, de monter à des charges solides, ce qui n'est pas encore notre cas, mon cas. Un autre avantage d'entraîner votre bas du corps, c'est que si vous êtes blessé au haut du corps, ça vous donne d'autres objectifs, d'autres motivations, et ça peut vous faire oublier dans un sens votre blessure au haut du corps. J'étais en... Quelle année? En 2018, j'étais l'été 2018 blessé à l'épaule gauche. J'avais simplement une tendinite du tendon du long biceps et du supraépineux, mais ça m'empêchait de faire beaucoup de mouvements pour le haut du corps. Et ça me forçait à rester à des bas volumes et à des faibles intensités relatives, donc à rester loin de l'échec. Bref, je ne pouvais pas vraiment progresser sur le haut du corps pendant cette période-là. Et j'ai dû prendre du repos, donc avec un faible volume, et faire de la réhabilitation, la rééducation en quelque sorte, des renforcements dans l'épaule. Mais pendant ce temps-là, parce qu'en plus j'étais en période de vacances, pour quand même prendre du plaisir en m'entraînant, et j'ai fait les jambes 3 fois par semaine, et du coup avec des très sérieux objectifs d'hypertrophie et de force. Et ça m'a permis de garder un petit peu le moral pendant cette période-là, parce que je ne pouvais pas faire des progrès sur le haut du corps, mais le fait de faire des progrès sur le bas du corps vous permet de rester dans une certaine dynamique de progrès, un mindset de croissance dans un sens, un état d'esprit de croissance qui va vous sauver en quelque sorte une dépression. Si vous êtes blessé du haut du corps et que vous ne pouvez plus vous entraîner le haut du corps, ça vous permet de vous rattacher à quelque chose. Voilà, je rajouterais la même chose avec les jours de repos. Donc, ceux qui adorent s'entraîner tous les jours, quand vous faites le haut, le lendemain, faites le bas et ça vous permet de faire quelque chose, quoi, tout simplement. Et comme en souplesse et en balancing, c'est aussi progresser sur un autre aspect de l'entraînement. Donc, voilà. Nickel. Je pense qu'on a été OK sur la question-là. Ouais. Donc, la prochaine, donc on avait des questions plus
spéciale. Ouais, je vais te parler de celle de nutrition de Esteban. Donc, elle est où celle-là? Ah ouais, si on ne change pas son habitude culinaire, cela joue-t-il beaucoup sur l'évolution en workout? Je vais te laisser répondre. Ok, alors c'est déjà une question C'est assez assez générale ouais. qui traduit, je pense, une incompréhension. Euh, je pense que les gens voient trop. Non, je pense que les gens cherchent trop à attribuer un pourcentage d'importance à la nutrition par rapport à l'entraînement. Faut pas voir la nutrition comme, 70%. ouais, non, enfin, j'allais pas dire comme un certain pourcentage. Faut pas voir la nutrition comme une tâche, comme un handicap. Faut voir l'optimisation de votre nutrition comme quelque chose qui va vous permettre de vous rendre plus musclé, plus sec, plus fort, en meilleure santé, vous faire mieux récupérer surtout. Euh, Beaucoup d'athlètes de poids de corps, c'est réel, c'est la réalité. Beaucoup d'athlètes de haut niveau n'ont pas du tout une nutrition adaptée pour optimiser leurs résultats. Simplement parce que, contrairement à peut-être le bodybuilding, parce qu'on chercherait, et c'est beaucoup plus productif, de faire des cycles de surplus et de déficit calorique, façon de dire des cycles de prise de masse et de sèche vulgairement, pour optimiser votre développement musculaire. En entraînement poids de corps, vous pouvez faire des gains de force en étant simplement en maintenance calorique, c'est-à-dire en consommant autant de calories que ce que vous dépensez chaque jour. Simplement parce que le peu de gains. Non, alors, on va mettre ça comme ça. Si vous êtes en surplus calorique et que vous gagnez une certaine quantité de force, ça n'améliore votre poids de corps que si vous gagnez plus de force que vous ne gagnez de poids. Ok. Si vous faites du powerlifting et que vous n'êtes pas restreint par votre poids, dans ce cas-là, vous pouvez prendre beaucoup de poids et prendre de la force, ce sera que bénéfique. Au poids de corps, vous bénéficiez quand même, globalement, plutôt vous ne souffrez pas de rester la majorité de votre temps en maintenance calorique. C'est-à-dire que si vous maintenez votre poids sur une année, vous pouvez quand même légèrement améliorer votre composition corporelle, qui, on a vu précédemment, vous permet sur le long terme d'améliorer votre force via la prise de muscle. Mais surtout, ça vous permet de, en gagnant la force absolue, de gagner en force relative. Parce que si vous gagnez en force absolue et que votre poids reste le même, vous gagnez pour cette valeur-ci de gain de force absolue autant de force relative. Donc beaucoup d'athlètes se permettent de rester en maintenance toute l'année et font des gains constants de force relative. Alors ça, c'est pour la partie totale calorique. Donc vous n'avez pas à faire au poids de corps des cycles de surplus calorique et de déficit calorique pour avoir des résultats tout à fait décents. Vous en bénéficierez certes parce que ça permettrait d'optimiser votre composition corporelle qui, en étant moins gras, donc généralement plus sec et plus musclé, donc généralement plus fort, d'améliorer votre performance, mais globalement en restant en maintenance, c'est pas un grand danger pour vos résultats. Donc ça, c'est pour le côté total calorique. Ensuite, pour le côté répartition des macronutriments, le macronutriment le plus important pour ta composition corporelle, ce sera les protéines. Donc, je te recommande de manger par jour 1,8 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps au moins, parce que ça va t'assurer d'avoir une récupération correcte et de maximiser ton anabolisme, c'est-à-dire ta prise de muscle. Donc ça, c'est pour le côté macronutriments. Ensuite, les glucides et les lipides, t'en fais un peu ce que tu veux. Ça a assez peu d'importance tant que tu respectes un certain minimum de lipides qui serait d'environ 0,7 g de lipides par kilo de poids de corps. Bref, ça c'est pour les protéines. Ensuite, au niveau de la qualité des nutriments, c'est quelque chose qui cependant est, je dirais, surcoté pour la performance sportive sur le court terme. Le plus important, c'est votre total calorique, vos protéines, et la qualité des nutriments, c'est-à-dire si c'est des aliments transformés ou non, donc qui contiennent pas les mêmes micronutriments. Donc les micronutriments, c'est les vitamines et les minéraux. Je pense qu'on inclut aussi les oligo-éléments. Euh, tu ne perds pas grand-chose en n'ayant pas une nutrition extrêmement complète au niveau des micronutriments. Parce que c'est pas le plus important. Mais tu bénéficierais d'avoir une diète plus variée avec suffisamment de légumes et de fruits pour ne pas être carencé dans ces micronutriments-ci. Donc si ta nutrition actuelle, parce que ta question est si on ne change pas nos habitudes culinaires, cela joue-t-il beaucoup sur l'évolution stricte? Si tu ne changes pas tes habitudes culinaires de nutrition et que tu consommes déjà suffisamment de protéines et que tu as un total calorique qui est en accord avec tes objectifs, c'est-à-dire déficit calorique si tu cherches à perdre du gras, surplus calorique si tu cherches à optimiser ta prise de muscle, et maintenance calorique si tu vises sur le long terme grossièrement une amélioration de ta force relative, bien que comme dit plus tôt, tu bénéficierais certainement de faire des phases de léger surplus et de léger déficit sur le long terme.
Et bien, dans ce cas-là, si tu respectes le total calorique en accord avec ton objectif et que tu as suffisamment de protéines, tu rates certainement pas grand-chose en ne cherchant pas à optimiser ton nutrition. Tu aurais peut-être 20 à 30% d'optimisation de la nutrition qui viendrait du timing du nutriment, c'est-à-dire de comment tu répartis tes glucides, tes lipides, tes protéines sur ta journée, particulièrement les protéines, que tu chercherais à avoir sur au moins 3 repas dans ta journée, espacés régulièrement. Et ensuite, les glucides, ça a moins d'importance, mais ce serait... Après, ça dépend. Ce serait peut-être plus intéressant de les avoir en fin de journée pour faciliter l'endormissement le soir, en permettant donc une meilleure transformation, enfin, en te faisant produire de la dopamine qui va devenir ensuite de la sérotonine, qui va devenir ensuite de la mélatonine, bref, pour endormissement, et ça peut avoir du sens pour refaire tes réserves de glycogène, malgré que les réserves de glycogène soient refaites très facilement en 6 heures et même sans présence de glucides dans ton organisme. Hashtag glace avant de dormir. Ça. Hashtag glace avant de dormir, ouais, acide gras saturé, glucides, tout ça. Tu dois suivre Wood Janssen, ça. Ouais. Non, je l'ai vu aussi, mais Ou bref, toute j'ai cette vu un équipe-là. podcast il y a pas longtemps. Bon, c'est un autre sujet. Attends, pour revenir à la question, je connais la personne qui a posé cette question et c'est peut-être que tu peux nous éclairer sur ça. Ouais, dans son cas, c'est sûrement c'est un jeune qui vit encore chez papa-maman et d'office qui mange un peu de tout, donc tu es sûrement en carence de protéines à mon avis. Tu ne dois certainement pas être à 1,8 ou 2 grammes parce que si tu es chez ta maman, en général, tu seras avec une alimentation lambda, tu seras souvent à 1 gramme. Donc la première chose que tu pourrais faire, c'est essayer d'augmenter cet apport-là. Et puis pour le reste, bah, comme Morgane a répondu, ça reste beaucoup d'ajustements et autres. Et puis bah, tu manges peut-être beaucoup de trucs transformés aussi. Et donc ça t'aiderait aussi. Voilà quoi. Mais déjà, si. Voilà. Voilà. Je pense que il y a beaucoup de trucs à dire Alors, aussi. ouais, grossièrement, pour avoir, disons, 75% à 64% une nutrition correcte, cherche à avoir déjà un total calorique en accord avec tes objectifs. Donc, je te rappelle que si tu veux prendre du muscle, c'est plus efficace d'être en surplus calorique. Donc, un léger surplus calorique de 10% de plus par rapport à ta maintenance calorique. Si tu es en déficit, pareil, vise un déficit calorique de 15 à 20% de ta maintenance calorique. Donc, le déficit calorique serait pour perdre du poids. Et au niveau de tes protéines, que ce soit dans une période de prise de muscle, de perte de poids ou de maintenance ou peu importe, tu resterais dans ce cas-là toujours à 1,8 ou 2 grammes de protéines. Ça, c'est le plus important dans ta nutrition. Ensuite, quelque chose qui sur long terme sera bien pour tes habitudes nutritionnelles, ta santé, ce serait bien sûr d'avoir beaucoup de légumes et de fruits dans ta journée. C'est justement, enfin, c'est uniquement parce que c'est une bonne habitude qui va te faire rester en bonne santé et qui va te garder performant sur le long terme. Enfin, la consommation de fruits et légumes est plus importante sur le long terme que sur le court terme. Ce n'est pas rater ta consommation de fruits et légumes un jour ou ta consommation de fibres un jour qui va ruiner ta séance du soir ou du lendemain. Le plus important, c'est tes calories, tes protéines. Ensuite, c'est intéressant d'avoir bien sûr une alimentation variée, donc des fruits et légumes pour avoir suffisamment de fibres et de micronutriments. Ensuite, comme je l'ai dit, la répartition de tes glucides, tes lipides a peu d'importance. Et ensuite, tu peux regarder ta répartition de tes protéines. Je pense que si tu manges chez tes parents, tu n'as certainement pas suffisamment de protéines le matin. Si tu manges des céréales ou ce genre de choses, tu n'auras certainement pas assez de protéines. Vise au moins par repas 25 à 30 grammes de protéines de qualité. Donc des protéines issues des viandes, du poisson, des œufs, des produits laitiers. Bref, des protéines animales qui sont hautement biodisponibles, qui ont suffisamment de leucine pour déclencher ta synthèse protéique à chaque prise. Et c'est un sujet pour un autre podcast encore une fois. Donc je pense que pour améliorer facilement ta nutrition, vu ce que tu as, ce serait d'avoir 3 repas protéinés par jour, de manger en accordance à tes objectifs. Donc manger plus si tu veux prendre du poids, manger un peu moins si tu veux perdre du poids. Mais globalement, pour tes progrès en street workout et en entraînement au pas de corps, rester à maintenance la majorité du cas, c'est pas une erreur, ça te permet sur le long terme de progresser. Ensuite, il faut aussi voir que malgré que tu n'aies pas une nutrition optimale, tu peux avoir une nutrition qui fonctionne. Malgré que ce soit pas optimisé, malgré que tout ne soit pas parfait, ta nutrition fonctionne si au fil des mois, tu progresses en entraînement. Ouais, c'est ça, tant que tu Et progresses à l'entraînement, c'est le principal. parce que ta nutrition te sert principalement à nourrir ta récupération de tes entraînements, nourrir tes adaptations. Donc pour gagner autant de muscles que possible sur une séance, pour pouvoir tolérer plus de volume d'entraînement, donc plus de séries, donc plus de quantité, et du coup avoir plus d'adaptation,
Mais il faut aussi voir qu'il y a plusieurs aspects d'entraînement en street workout qui sont assez peu liés à la nutrition. Par exemple, tes progrès en handstand, qui sont vraiment une habileté qui dépendent uniquement de ta pratique, de ta mobilité, de, de la concentration que tu mets dans chaque séance de handstand, ou pareil pour ta mobilité. L'handstand, la mobilité, même l'apprentissage de certains skills, ça dépend assez peu de ta nutrition. Ce serait plutôt pour des gains d'hypertrophie que ta nutrition serait particulièrement importante, un peu moins pour des gains de force, et encore un peu moins, comme je dis, pour des gains de skill. Et Ça très dépend peu quand pour même. des Je, handstands et ta ouais. mobilité. Ouais. Je voudrais quand même te parler du poids du corps quand même. Au niveau du poids du corps, si ta nutrition, si tu es en surpoids tout simplement, bah, tu auras vraiment du mal à avoir certaines figures. Tandis que même si, et dès que tu vas sécher, bah, tu vas pouvoir débloquer certains skills plus facilement. Donc ça, la nutrition, le poids corporel a quand même un poids super important. Donc la nutrition va jouer vraiment un rôle dans le sens où il faut avoir un poids corporel le plus bas possible pour pouvoir pas le plus bas possible en fonction tout en gardant une masse grasse assez élevée pour avoir des Pour la bonnes santé. Ouais. fonctions et pour la santé. Et un truc qui te convient à toi et que psychologiquement tu arrives à maintenir ça sur le long terme. Et voilà. Alors, ouais, Alexandre a fait une bonne remarque, mais dans ma réponse, j'admettais que tu étais déjà environ à maintenance calorique. Et je parlais plutôt de la qualité de ta nutrition plutôt que uniquement des repères de quantité, puisque j'avais déjà dit que ce ne serait pas une mauvaise idée de rester autour de la maintenance calorique, de viser un certain quota de protéines, et ensuite que le reste était seulement de l'optimisation. Mais si tu n'es pas en surpoids et que tu manges à peu près à hauteur de ta maintenance calorique, tu vas faire des progrès. Mais ouais, sur le long terme, ça peut être intéressant de faire des périodes plutôt axées sur l'hypertrophie pour maximiser sur le long terme tes progrès en skill et de faire ensuite des périodes de déficit calorique pour perdre du gras pour optimiser ta force relative. Mais ouais, en général, tu restes à maintenance, tu manges suffisamment de protéines à chaque repas, donc environ 3 repas protéinés par jour. Toi, dans ton cas, si jamais le matin, par exemple, tu n'as pas assez de protéines, ça peut être intéressant de consommer de la whey. Alors la whey, ça n'a rien de magique, c'est suffisamment une source de protéines extrêmement pratique. Mais pour des étudiants, ça peut être utile. S'il y a un ou plusieurs repas dans la journée que tu ne contrôles pas, ça peut être intéressant peut-être de prendre de la whey le matin ou de la whey sur une collation ou quoi que ce soit pour améliorer un petit peu ta synthèse protéique au cours de la journée. Ouais. Bon, je pense pas qu'on va pas s'attarder là-dessus parce que là, t'as fait Carrément. un cours de nutrition complète, quoi. Ouais, Ouais, c'est j'ai donné des généralités, mais je pense ouais, que ça allait. c'est pas mal du tout, ouais. Attention, tu vas finir dans le noir là. On va Mec, perdre carrément, Morgane c'est la avant la fin galère. du podcast. Je crois que Ça, je vais allumer ma lumière parce que c'est la galère. Je c'est reviens la tout de suite. lumière pré-sommeil ou quoi? Carrément, là, j'optimise ma production de mélatonine pour avoir un bon Attention, sommeil. tu... Je reviens. Donc, ah voilà, c'est un peu plus clair, un peu plus de gaieté dans ce podcast. Euh, ouais. C'est bien mieux. Ok, parfait, ouais. Je pense qu'on a déjà duré quand même pas mal de temps, mais on va peut-être finir par les questions. Là, Personnel, pour ta ouais. chaîne. Maintenant, il Ouais. y avait aussi la question avec le FSTO. Je pense que j'aimerais bien quand même traiter cet aspect-là. Ok, ok. Donc, Vas-y. juste parler de l'FSTO en bref. Donc, Brian Tenix me demande FSTO pour l'interrogation. Je ne sais pas trop ce qu'il veut demander par là. Donc, l'FSTO, pour moi, c'est un mouvement qui a peu d'importance à bosser directement en spécifique dessus. Je pense qu'on a beaucoup d'autres skills à acquérir avant, comme la planche, comme le front, le instant push-up la one arm chin. Mais après, si on aime bien ce mouvement-là, si ça nous fait plaisir, c'est comme des mouvements comme le impossible dips, comme les mouvements style des muscle-up, des variants, des one-arm muscle-up ou autres. C'est des mouvements qui sont quand même impressionnants et qui font toujours plaisir à débloquer. Donc le FSTO, pour moi, ne vaut pas le coup d'être bossé directement. Mais indirectement, on peut bosser dessus en développant un peu les biceps. Donc par exemple, en travaillant sur le Pelican Curl, le curl pélican. Donc c'est un curl avec les mains, avec le coude en l'air. On vient faire hop là une extension du coude et puis on revient en flexion. Donc ça c'est une progression basique et ça ne mange pas de pain de la remplacer par du biceps curl en fin de séance en 3 séries de 12 à 15 ou même un peu plus en force. Donc ça c'est une progression de base qu'on peut faire tout en bossant en même temps sur ces figures et ça va vous donner déjà des prérequis pour attaquer cette figure.
Après, pour attaquer cette figure, il faudra vous munir d'un élastique, de phases excentriques, de variantes plus faciles, comme des Pelican Curl où on progresse dessus régulièrement et autres. Et donc voilà, je pense que c'est pas un skill qui a besoin d'être bossé directement. Mais voilà, donc voilà, je sais pas ce que tu en penses, Morgan. Alors, je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est pas un skill qu'on va travailler assez tôt dans notre carrière. Parce que ça requiert déjà certains prérequis. Donc, ça va sans dire qu'il vous faut déjà un back lever. Ça, c'est évident. Et je pense que c'est un élément que personnellement je ne travaillerai certainement jamais. Et c'est peut-être pareil pour toi, Alexandre, simplement parce que Le risque est élevé, ouais. le Je pense que risque, c'est c'est vrai. exactement. J'allais venir, le risque est très élevé. C'est un mouvement où est-ce que vous avez l'épaule en extension, c'est-à-dire que vous avez le coude derrière vous, vous avez le coude qui est également tendu, et on sait que le biceps brachial, il est à la fois fléchisseur de coude et fléchisseur d'épaule. Donc en étant en extension d'épaule et de coude, vous étirez votre biceps à la fois via ces deux insertions, donc de l'épaule et du coude. Vous mettez énormément de tension sur votre biceps. Et il y a aussi le fait que c'est assez, comment dire, hétérogène la mobilité d'extension d'épaule selon les individus. Pas tout le monde pourra faire des dips avec une grosse amplitude, donc pas tout le monde pourra faire le FSTO. Selon comment vous êtes formé morphologiquement, ça peut être très dangereux d'attaquer le FSTO si vous n'avez pas la morphologie adéquate. On a environ 60 degrés d'extension d'épaule active, donc que vous pouvez musculairement contrôler. Donc pour la majorité des personnes, 60 degrés d'extension active avant que vous commenciez à utiliser vos structures passives, c'est-à-dire vos tendons, vos ligaments, et c'est là que vous risquez de vous blesser. C'est beaucoup de chances de vous blesser si vous allez au-delà de 60 degrés d'extension d'épaule, si vous n'êtes pas fait pour ce type d'élément et que vous n'avez pas fait au préalable un travail de mobilité sur votre extension, si vous n'êtes pas très à l'aise sur votre back lever, si vous n'êtes pas très à l'aise sur des dips avec une haute amplitude, ce genre de choses. Et encore une fois, comme je l'ai dit, vous risquez une déchirure du biceps parce que vous voulez tirer du côté de ces deux insertions, donc c'est assez dangereux. Alexandre vous a donné un bon exercice pour le FSTO, cependant, le Pelican Curl, c'est un bon exercice parce qu'il réplique dans un sens le mouvement, donc malgré que vous avez bien sûr les pieds au sol, parce que vous travaillez votre biceps dans cet angle articulaire. Donc à savoir que la force est très spécifique à l'angle articulaire que vous travaillez. Donc si vous travaillez vos biceps, disons avec du spider curl, qui est un exercice parce que vous êtes à plat ventre sur un banc incliné, ou est-ce que vous travaillez vos biceps en position de flexion d'épaule, donc avec le coude devant vous, vous n'allez pas du tout avoir un bon transfert vers votre FSTO. Pardon. Par contre, le Pelican Curl a un bon transfert vers le FSTO, car c'est le même angle articulaire, et il va vous permettre de renforcer vos biceps dans cette position-là. Il faut aussi savoir que faire des exercices en renforcement en excentrique, ou plutôt des exercices avec une phase excentrique peut être un peu plus lente, et surtout des exercices parce que vous travaillez un groupe musculaire dans son amplitude d'étirement. Donc on pense par exemple, là, comme on a dit, au Pelican Curl, on peut penser au triceps extension avec le coude au-dessus de la tête, on peut penser au RDL, qui est le Romanian Deadlift, ou soulevé de terre roumain ou soulevé de terre jambes tendues, parce qu'on travaille les ischio-jambiers dans leur position la plus étirée possible. Ce sont des exercices qui favorisent l'hypertrophie via l'addition de sarcomères en longueur. Alors c'est un petit peu complexe, mais vos sarcomères, vos fibres musculaires, vous pouvez les développer à la fois, disons, en épaisseur, c'est-à-dire dans le sens où vous allez les ajouter les unes sur les autres, ou simplement en augmentant leur longueur en les mettant à la chaîne. Et si vous gagnez en hypertrophie via l'addition de sarcomères en longueur, donc via ces exercices de renforcement en position étirée de ces groupes musculaires en question, vous allez en quelque sorte augmenter votre longueur musculaire, donc non pas la longueur de votre muscle au sens où vous allez dépasser ces insertions, mais vous aurez des fibres musculaires plus longues qui pourront tolérer des amplitudes un peu plus extrêmes. Et c'est une préparation que vous devez avoir avant de faire particulièrement du FSTO, car comme je l'ai dit, le biceps brachial donc, est particulièrement étiré. C'est aussi, donc, pour revenir à ce concept d'addition des sarcomères en longueur, c'est aussi ce pourquoi les exercices de souplesse lestée, donc comme le pancake stretch lesté dont on a parlé plus tôt dans l'épisode, sont très efficaces parce qu'ils permettent une hypertrophie de sarcomères en longueur et ainsi réellement permettre une élongation dans un sens de vos fibres musculaires, donc en améliorant vos potentiels de mobilité et de souplesse. Donc paradoxalement, les renforcements, donc la musculation et la calisthénie dans des amplitudes
d'étirements musculaires relativement extrêmes vous font plus gagner en souplesse et en mobilité que des étirements qui sont plus sur le court terme, où est-ce que vous allez simplement relâcher votre système nerveux pour améliorer votre tolérance à la douleur. Donc c'était une petite parenthèse, mais pour dire que si vous vous échauffez pour du festo, faire des étirements de souplesse passive ne va pas beaucoup vous aider. Ce qui va plutôt vous aider, c'est d'avoir fait plusieurs mois de curl incliné ou de Ouais, pelican curl, ce genre j'y d'exercices, pensais, qui c'est seront une pas très mal. bonne préparation pour votre force et votre souplesse, donc via ce concept d'addition de sarcomères en longueur. Ouais, donc voilà. Donc, et puis il y a aussi la notion de transfert, quoi. Le Vesto va pas se transférer beaucoup à d'autres skills. Moi, j'ai déjà vu de pratiques des mecs qui avaient même pas un front lever. Ils avaient quand même des muscle up, mais ils avaient pas de front, pas de planche. Ils avaient une bonne base, mais ils ont bossé les Vesto et en même pas un mois, ils l'ont eu. C'est des gars qui avaient sûrement probablement une bonne mobilité d'épaule et autres. Et ils sont peut-être passés aussi à côté de la blessure, contrairement à d'autres qui ont, avec les mêmes prérequis, tenter ce skill. Mais maintenant qu'ils l'ont eu, ils le rendent tout le temps et c'est un bel élément. Donc, donc voilà. Je pense qu'on va peut-être pas trop s'attarder sur le podcast, on a déjà vachement duré là. Ouais, carrément, on devait faire un épisode d'environ 45 minutes. Ça fait 1 heure, mais ouais, Ouais, c'était avec ouais. grand plaisir. Enfin, limite, je vais vite répondre aux petites questions personnelles. Parce que donc j'avais mis sur Instagram et vous m'avez posé beaucoup de questions et quelques-uns m'ont posé des questions personnelles, mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais plutôt à des questions comme on a répondu maintenant, qui parlent de training et autres. Mais pourquoi pas, pourquoi pas faire des petites parties plus perso en fin de podcast ou autre. Ça peut être intéressant. Donc on m'a demandé pourquoi 0,12 workout. Donc 0,12 parce que c'était donc j'ai mon pseudo là date d'il y a longtemps et donc 0,12 c'était ma date de naissance donc 12 décembre et workout pour l'entraînement tout simplement et donc quand je me suis mis sérieusement à YouTube j'ai hésité à le changer mais je me suis dit bah voilà on va pas changer on reste fidèle aux sources donc c'est une petite touche originale et il y avait aussi est-ce que c'est toi sur le logo ouais c'est moi c'est mon pote qui m'a pris comme ça avec son PC. Il m'a mis sur le logo. Donc c'est moi qui fais un front légèrement au-dessus. Mais voilà, c'était un beau petit logo. Attends, alors Alexandre, tu vas tout de suite nous dire, ton logo serait-il inspiré du logo d'une autre personnalité de la communauté de calisthénie? Ouais, un petit peu, Je viens de évidemment. réaliser. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de logos qui sont inspirés de, Ouais, moi je connais un de... seul, hein. Non, Je connais un mais fameux. déjà, le mouvement est pas le même. Il y a de la couleur. C'est vrai que c'était pas du tout un plagiat. Ouais, et il y a beaucoup de logos qui sont faits comme ça, hein, On va dire que c'est une référence, tranquille. on ne parlera pas de qui. Ok, donc Daniel Balbal. voilà. Je pense que c'est bon pour ce premier podcast, hein. Ouais, bah, si on a traité toutes les questions, c'est ok. Donc, on a été bien long, mais je pense que c'est hyper intéressant. Donc, le format podcast, moi, je trouve que vous devez l'écouter en fond, quoi. Vous allez promener, vous écoutez notre podcast, vous êtes dans la voiture, vous l'écoutez, téléchargez-le, hop. Parce que regarder nos gueules pendant 1h20, ça risque d'être un peu, un peu long, mais Ouais. donc écoutez-le en fond, ça fait une super source d'informations. Donc j'espère qu'on ne s'est pas trop répété de tout. Moi, personnellement, je trouve que je suis satisfait du premier podcast qu'on a fait. Et voilà. Ouais, voilà, c'était très sympa. J'espère qu'on a répondu correctement à vos questions. Si vous avez d'autres interrogations, si on n'a pas été clair, dites-le nous. Je pense qu'on va publier ce podcast à la fois sur YouTube et sur les différentes plateformes telles que SoundCloud. Je pense que c'est assez facile de mettre en accès aussi sur Spotify. Enfin, bref, il y a beaucoup d'applications qui proposent des services pour héberger leur podcast. Et de ce que j'en sais, c'est de plus en plus facile. Donc, on va essayer de le mettre sur le plus de plateformes possible et de vous refaire des épisodes assez régulièrement. Donc, on vous demandera des questions, soit en petite parenthèse sur les vidéos YouTube, soit via les posez-moi une question sur Instagram ou ce genre de choses. C'est ça. Donc, Voilà, bah, c'est tout pour ce podcast numéro 1 qu'on appellera certainement de ce qu'on a pensé le Calisthenics Science Podcast. Vous pouvez proposer des noms en commentaire si vous avez de l'inspiration sur ça. Et voilà, c'était tout pour ce podcast. On espère en refaire peut-être un par mois. Donc le prochain apparaîtra peut-être le mois prochain, je ne sais pas. Et on va puis on voir. vous dit au revoir. On espère que ça vous a plu. Et à la prochaine. Allez, salut, hein. À la prochaine.